Soyez les bienvenus à notre cinquième atelier de la série d'ateliers sur l'entrepreneuriat vert. Le thème d'aujourd'hui, les financements, investissements d'impact et financements pour les startups vertes. Donc un nombre important d'intervenants vont s'exprimer sur ce sujet aujourd'hui. S'il s'agit de la première fois que vous connectez avec nous, vous avez la possibilité de choisir votre langue en allant en bas de l'écran et en cliquant sur le bouton Interprétation. Donc, à partir de ce bouton, vous pourrez choisir entre l'anglais, l'espagnol et le français. Et ensuite, nous vous invitons à désactiver l'audio original afin de n'entendre que l'interprétation. Nous allons garder quelques instructions pour la séance des questions, mais avant toute autre chose, il s'agit donc de bien pouvoir choisir la langue où vous sentez le plus à l'aise. Je m'appelle Bob Dickinson, je suis l'entrepreneur invité de l'Université de Waterloo et j'ai le grand plaisir de vous présenter la séance d'aujourd'hui. Nous avons une tradition ici au Canada, c'est de faire une reconnaissance territoriale. Vous le reconnaître le fait que l'Université de Waterloo se trouve sur les territoires traditionnels des nations Anishinabek et Haudenosaunee, donc des Premières Nations. Donc, cette université se trouve sur la concession Haldimand, qui est donc un territoire d'une dizaine de kilomètres de chaque côté de la rivière Grand, qui avait été promise donc à ces Premières Nations. Nous voulons également remercier nos partenaires dans cette série d'ateliers. Donc, le sponsor principal de ces séances est donc l'Université de Waterloo, mais en partenariat étroit avec la Commission de coopération environnementale, la CCE, auprès de laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants. Nous sommes également partenaires du réseau d'éco-innovation. Il s'agit d'un réseau de 8 universités sur l'ensemble du territoire nord-américain intéressés dans les questions d'innovation et qui ont également collaboré dans l'organisation de cet événement. Par exemple, Tom Wavering de l'Université d'Oklahoma a fait un travail important de diffusion sur ces séances. Monsieur Chavez du Mexique qui n'a loupé aucune de nos séances, très assidu. Également un nombre très assidu d'étudiants de Porto Rico qui nous ont donc suivis de près. J'aimerais remercier l'ensemble de ceux qui ont rendu cette série d'ateliers possible. Nous sommes très reconnaissants, vous sommes très reconnaissants pour votre travail. Encore une fois, pour choisir la langue de votre choix, cliquez sur le bouton interprétation pour ce faire. Donc, à présent, la question des questions-réponses. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser le chat pour les questions. Vous pouvez échanger avec les autres participants à travers le chat, mais nous n'allons pas suivre ce qui se passe sur le chat. Si vous avez des questions à poser, nous vous demandons d'utiliser la fonction Q&A, donc questions-réponses, donc un autre bouton qui se trouve en bas de votre écran. Et nous nous chargerons donc de traduire les langues, les questions d'une langue à l'autre et donc les transmettrons aux intervenants afin qu'ils puissent vous répondre. Donc, nous vous demandons de bien vouloir utiliser cette fonction de questions Q&A et pas le chat pour poser vos questions. Je me tourne à présent vers notre maître de cérémonie, Majid Mirza. Je vais le présenter brièvement. Il s'agit d'un entrepreneur vert, puisqu'en avril de cette année, il a lancé l'entreprise ESG3, qui tente de soutenir la métrique en matière de gouvernance sociale et environnementale pour comprendre bien les besoins des entrepreneurs verts. Il a également travaillé à la fondation Ammon, également pour une autre fondation au Pakistan, et il est également étudiant de l'université de Waterloo, où il est en train de conclure son doctorat en gestion. Il a joué un rôle essentiel dans l'organisation de cette série d'ateliers. C'est un plaisir de lui transmettre la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, Brock, pour cette présentation.
que cette séance est particulièrement intéressante puisque nous avons un ensemble d'intervenants extrêmement divers. Nous avons des représentants du secteur académique, du secteur privé, du secteur des organisations sans but lucratif. Donc, ainsi que le secteur gouvernemental. Donc, l'ensemble des principaux secteurs sont représentés. Donc, je vais vous expliquer un peu l'organisation de notre séance d'aujourd'hui. Donc, nous sommes organisés de la sorte. Je vais lancer la séance avec certains faits en matière d'investissement d'impact et des différents types d'investissement d'impact. Ensuite, j'inviterai chacun des intervenants à s'exprimer une dizaine de minutes sur la question des investissements d'impact et des collectes de fonds pour les startups. Je présenterai chacun intervenant. Et pendant les interventions, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les écrire donc, dans la fonction Q&A, donc questions-réponses. Et donc, jusqu'à la fin de la séance, vous pourrez donc poser vos questions à nos intervenants. Nous tenterons de sélectionner les plus intéressantes. Souvent, il y a un grand nombre de questions, donc nous tenterons en fait de synthétiser lorsqu'il y a des questions qui se recoupent, afin de respecter notre temps imparti, donc les 90 minutes de la séance. Donc, je vais commencer par quelques faits pour lancer un peu le débat avant de vous présenter M. Olaf Weber. Alors, investissement d'impact. Je vais juste partager mon écran, je crois que ça marche. Donc, le secteur de l'investissement d'impact s'est multiplié par 2 au cours des 3 dernières années, d'après le réseau d'investissement d'impact mondial, donc sur leur dernier rapport. Et d'après le même rapport, les investisseurs d'impact disent que les fonds alloués à ce type d'investissement vont continuer à croître. Donc, je vais partager quelques faits intéressants avec vous. Au cours des prochaines 40 années, la génération des baby boomers vont transmettre quelques 41 trillions de dollars de biens à la génération des millénials. Il s'agit du plus grand transfert de richesse dans l'histoire de l'humanité. En plus, le 67% des millénials sont convaincus que leurs décisions en matière d'investissement sont leur manière d'exprimer leurs valeurs sociales, politiques ou environnementales. Donc, on parle de 41 trillions de dollars transférés à un segment de la population qui fait le lien entre les investissements et les valeurs sociales, politiques et environnementales. Une autre statistique provenant de Deloitte, donc plus de 30% des millénials considèrent que améliorer la société est plus important devrait être un objectif d'affaires plus important que faire de l'argent. Donc, il s'agit là de données à prendre au sérieux. Et on estime que d'ici la fin de l'année, on pense qu'1 trillion de dollars va être engagé en faveur des investissements d'impact, avec 667 millions de profits potentiels pour ce secteur. Donc, en tenant compte de ces quelques données, j'aimerais vous présenter ce qui est connu comme le spectre, littéralement, des investissements d'impact, afin de bien comprendre en quoi cela consiste. Donc, du côté gauche, vous avez une approche totalement orientée sur l'impact, à savoir le travail philanthropique. Donc là, en matière de philanthropie, on ne parle pas de retour sur investissement. Mais plus on va vers la droite, eh bien, on passe par exemple aux investissements thématiques, souvent alignés sur les objectifs de développement durable. Et ensuite, on passe aux ESG, donc les investissements durables, donc investissements verts. Et ensuite, on passe aux SRI, donc aux investissements socialement responsables, qui prend des entreprises sur des secteurs qui ne seraient pas, bon, je ne sais pas si on prend le tabac, l'alcool, ou des secteurs où on ne considère pas l'impact, bon, peu l'impact, et ensuite les investissements classiques, là où on ne se préoccupe pas de l'impact. Donc, on voit qu'il existe un spectre finalement avec différents degrés d'impact,
qu'il s'agisse d'organisations à but ou sans but lucratif. Donc, après cette brève introduction, j'aimerais vous présenter Monsieur Olaf Weber et je vais donc lui demander de commencer à partager son écran pour l'instant. Donc, Olaf est professeur de la CID. Il est également en charge de la finance, des recherches en matière de finance durable à l'Université de Waterloo. Donc, ces thèmes de recherche s'intéressent aux connexions entre les secteurs financiers tels que les banques et le développement durable, ainsi que le lien entre la durabilité et le rendement financier des entreprises. Il se centre sur l'impact de l'industrie pour le développement durable, ainsi que les manières pour le secteur financier de devenir plus durable à travers les investissements d'impact, ainsi que les risques en matière de durabilité pour les investisseurs, ainsi que sur l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour analyser les performances de gouvernance et les performances sociales. Sans plus attendre, je lui transmets la parole. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu vous connaître en personne, mais je pense que c'est une façon une façon excellente de pouvoir se communiquer. Et je vais vous donner quelques informations sur les investissements d'impact. Je vais parler de quelques quantités, de quelques définitions concernant la banque sociale et l'investissement d'impact. Je veux commencer avec deux anecdotes qui ne sont pas très théoriques. Tout d'abord, une histoire sociale. C'est une histoire d'une banque au Canada. Et qui travaille avec un réseau à Québec. C'est une banque sociale de Vancouver et elle devait avoir un impact et les clients doivent bien sûr avoir un impact également et travailler dans un développement durable. Et il y a des entreprises donc qui sont durables. Ici, je vous présente quelques-unes. Et c'est une entreprise de batterie, l'autre, c'est une crèche. Mais ce sont des compagnies, des entreprises qui ont des visions durables. Et et les gens trouvent des projets qui sont similaires. Par exemple, on parle de l'agriculture, on parle également d'autres domaines qui ont des impacts sociaux. Un autre exemple, c'est à l'échelle régionale. Il y a un administrateur à Ontario qui fait des investissements dans des pays en voie de développement. Et dans le rapport, on peut lire combien d'emplois ils ont créés et comment ils font, comme ils donnent du pouvoir aux femmes et comment ils améliorent la qualité des emplois et comment est-ce qu'ils travaillent avec la gouvernance également et comment est-ce qu'ils veulent réduire les empreintes environnementales et l'impact positif à l'environnement et à la société. Ce sont des exemples pour que vous ayez une idée de ce qu'est la banque sociale et l'investissement d'impact.
et la microfinance. Quel est l'objectif de la banque sociale et de l'investissement d'impact? C'est créer un impact positif sur la société, l'environnement et le développement durable par le biais de la banque et de la finance. C'est-à-dire les comptes d'épargne, les prêts, les investissements et qui servent à financer, bien sûr, et pour financer les investissements d'impact. Ensuite, les services, bien sûr, les produits, les épargnes et le financement social pour administrer l'argent, pour gérer cet argent et dans plusieurs cas, il y a des retours financiers. C'est une approche de la gestion de l'argent qui offre des avantages sociaux ou environnementaux et dans la plupart des cas, un rendement financier. Nous avons deux exemples de cette banque sociale et cela incite à d'autres personnes à avoir des investissements sociaux et une échelle qui ne le des environnements le financement social, bien sûr, promeut des solutions sociales ou environnementales positives à une échelle que ni le soutien purement philanthropique ni les investissements traditionnels ne peuvent atteindre. La banque sociale vise à avoir un impact positif sur les personnes, l'environnement, bien sûr, et la culture. Donc, les produits, l'impact sera bien sûr créé par le biais des services bancaires, c'est-à-dire les comptes d'épargne, les prêts, les investissements et autres produits et services bancaires. Ainsi, la banque sociale se distingue de la banque conventionnelle et elle s'efforce d'obtenir un impact social de ses activités. On essaie d'obtenir un impact social, environnemental et durable positif grâce aux produits et aux services financiers. Les entreprises et les opérations sont basées sur la réalisation de ces impacts. Et le cas de la viabilité bancaire, parce que la plupart de ces banques cherchent à avoir un changement. Et ces banques le font avant même que les gens commencent à parler de changement et de durabilité. Alors, la banque qui a été créée, c'est une nouvelle banque qui vise à la durabilité de cette banque sociale. Et c'est la durabilité des business. C'est dans le cadre de la structure juridique d'une banque. La plupart de ces banques ont une structure légale, c'est-à-dire se trouvent dans le cadre de la structure juridique de la banque. Et on peut avoir ces investissements d'impact. Et dans cette structure juridique de la banque, parce qu'au début, ce n'était pas si facile d'avoir ces services dans la banque. Et nous avons des exemples encore. Ici, je vous mets www.vancity.com. Il y a notre au Mexique. Il y en a d'autres au Canada, à Québec et aux États-Unis. Il y a des réseaux de banques de premier plan dans le monde entier. Et donc, ce réseau s'est engagé à promouvoir des changements positifs dans le secteur bancaire. Et il y a des unions, il y a des crédits également. Et l'objectif collectif est donc de modifier le système bancaire afin qu'il devienne plus transparent et qu'il soutienne la durabilité économique, sociale et environnementale et qu'il soit composé d'un éventail.
Et il y a cette alliance globale se trouve partout dans le monde entier. Et c'est là que je voulais souligner la transparence. Et il y a plusieurs économies, c'est-à-dire qu'il soutient la durabilité économique, sociale et environnementale et qu'il soit composé d'un éventail diversifié d'institutions bancaires au service de l'économie réelle. Ici, je vous montre la carte des membres où se trouvent toutes les banques. Et c'est vraiment très intéressant de voir tout cela qui a du succès financier. Je vais changer à l'impact, aux investissements, les investissements qui génèrent une valeur sociale et environnementale, ainsi que des bénéfices financiers. Et il y a une autre définition concernant les investissements pour tous ces problèmes environnementaux. Ici, je vous montre tout ce qui peut nous aider, bien sûr, à avoir cette valeur sociale et environnementale. Quant à l'impact concernant cet investissement, il y a en 2009 qui a été créé le Global Impact Investment Network. Et c'est une organisation, c'est un réseau à but non lucratif et qui se consacre à l'augmentation de l'efficacité des investissements d'impact. Et les investissements d'impact visent à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux, tout en générant des bénéfices financiers. Donc, ils ont plus de 502 milliards de dollars investis dans le monde et ensemble d'indicateurs de performance des investissements. Donc, il y a des indicateurs, bien sûr, qui nous parlent des résultats de ces investissements et qui nous parlent des finances. Et pour nous rendre compte de l'impact. Je vais terminer de la situation au Canada. Les actifs sous gestion au Canada s'élèvent à 14,75 milliards de dollars contre 8,15 milliards de dollars 2 ans plus tôt. Et bien sûr, 80% de croissance sur une période de 2 ans. Et l'impact des investissements au Canada s'est considérablement accru sur les marchés publics, en particulier sur les actions publiques qui représentent désormais 41% de l'impact signalé par l'AUM. Donc, et pour terminer, si les investisseurs d'impact indiquent différents taux de rendement pour leur investissement, les investisseurs ont, dans leur grande majorité, indiqué que le rendement a atteint ou dépassé leurs attentes. Et les investissements d'impact et le financement social permettent de répondre aux problèmes sociaux et environnementaux par le biais de prêts et d'investissements. Et je voudrais terminer ma présentation en disant que concernant les problèmes environnementaux par le biais de prêts et d'investissements,
nous a permis de répondre à tout ça grâce à ces investissements d'impact. Il y a eu une croissance significative d'adoption par les institutions financières conventionnelles. Donc, c'est une réussite financière malgré cette pandémie que nous avons ces jours-ci. Et je voudrais terminer en disant que c'est une réussite financière. Merci, Majid. Merci. Merci pour avoir posé un peu le sujet et nous présenter. Vous pouvez également consulter différentes institutions, les pages Internet pour voir un peu les produits et services qu'elles offrent. Et je Sans vais, plus attendre, avec je vais cela, vous présenter Samira je vais Khan. introduire à Samira, merci Samira beaucoup d'être Khan avec nous. et Donc, je Samira de vais donc lui salesforce.org. céder la Donc, parole. Samira Elle travaille travaille à la dans croisée de l'impact social et des dans tout, technologies. Donc, dans les, le centre d'impact social de a Salesforce, travaillé elle a dans travaillé tant plusieurs sur le secteur corporations, privé, dans le plusieurs secteur social, secteurs le depuis gouvernemental, très une longtemps, présence sur des solutions concernant les innovantes pour solutions résoudre certains des principaux environnementales problèmes et les sociaux. Elle spécialement intéressée s'intéresse à aux l'entrepreneuriat motivations et pour travail. améliorer la situation, notamment Et elle a sur le travaillé continent en américain, dans le Amérique, Moyen-Orient et et elle a l'Asie. travaillé Elle est dans une ancienne plusieurs endroits qui lui a donné consultante en déjà management. toute Elle a cette contribué à créer expérience qu'elle a l'organisation d'impact social, concernant s'intéresse à l'engagement des les genres et thèmes à de l'autonomisation de la genre, jeunesse. d'environnement. Je suis désolée de parler si vite, Désolé. je m'excuse aux interprètes, mais je dois parler rapidement. Et je vais essayer de parler beaucoup plus lentement la prochaine fois. Merci. Merci Majid pour cette présentation. Comme Majid l'a dit, je travaille à salesforce.org, qui est au sein d'une unité d'investissement d'impact de Sales.org. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui des investissements en technologie verte en tant que facteur d'égalité. Donc, je vais tenter de vous clarifier un peu ces notions au cours de mon intervention. 3 choses que j'aimerais faire avec vous. L'une serait de vous donner un bref aperçu de notre structure d'impact social chez Salesforce. Donc, partager ensuite avec vous certains des engagements que nous avons pris à propos de l'environnement, ainsi que vis-à-vis de la durabilité, de l'impact social, et ensuite vous présenter mon point de vue sur les questions de technologie verte et d'égalité, et avant de vous partager avec vous certaines remarques de conclusion. Donc, à travers ces 20 ans d'histoire de Salesforce, il s'agit d'une coopération assez unique en son genre. En 1999, lorsque notre PDG a lancé Salesforce, il a en fait gardé 1% des revenus pour des causes sociales. Donc, il s'agit toujours d'un modèle sur 1%, donc donner 1% de notre temps, 1% de nos fonds et 1% de nos produits à l'impact social ou à des avancées sociales. Donc, voilà un peu l'histoire de Salesforce en la matière. Donc, si on considère les affaires comme un modèle de changement, il me semble que l'investissement d'impact dans les technologies vertes comme justement partie prenante de cet effort. Donc, si on s'intéresse à salesforce.org, là où je travaille, eh bien, notre principale approche est d'utiliser la technologie pour le changement social. Donc, on tente à travers des plateformes de coopération, donc différents outils à disposition pour le bien. Donc, on a notamment un cloud éducatif, on a différents types de cloud pour tenter d'aider certains clients, mais qu'un client particulier. Donc, il peut s'agir d'entreprises, de grandes entreprises qui veulent tenter de faire un peu de volontariat ou de contribuer au changement social. Donc, pour le changement social, on tente également d'aider dans la mesure du possible les activités de bénévolat, mais on a également les obligations d'impact qu'on offre pour les investissements. Donc,
Donc, on a également un groupe qui s'intéresse à l'utilisation éthique des nouvelles technologies et on a également certains partenariats plus larges. Et en fait, bon, tout ceci consiste en fait, à infuser dans l'ensemble d'une entreprise un certain état d'esprit, notamment les investissements dans les technologies vertes. Je peux aller plus lentement. Non, c'est pas ça le problème. On n'entend plus l'interprétation en espagnol. Une petite seconde, s'il vous plaît. Alors, je vous parle de l'ensemble de l'infrastructure à travers notre entreprise pour le soutien à l'impact social. Donc, l'aspect technologique, ainsi que des partenariats qui concernent justement les investissements d'impact. Donc, en collaborant avec d'autres entreprises ou des organisations sans but lucratif, il s'agit toujours de faire avancer l'agenda social, notamment l'engagement en faveur de la durabilité dans la lutte contre le changement climatique. Donc, comme je l'ai dit, les PG parlent de l'entrepreneuriat comme le plus grand vecteur de changement. Si on parle d'une plateforme de changement, il s'agit de rassembler l'ensemble de nos biens, de notre capital humain, capital financier, et tout ceci l'orienter vers le changement social. Et pour ce faire, nous avons pris différents engagements. Alors, pour les engagements en matière environnementaux, eh bien, on parle de l'engagement à utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2022. Nous sommes également, faisons partie de quelque chose appelé la déclaration, une déclaration qui en fait tente d'inclure justement des engagements sociaux et environnementaux dans leur plateforme. J'aimerais à présent brièvement partager une opinion. Donc, comme j'ai dit, on a vraiment besoin d'une infrastructure complète pour bien investir dans les technologies vertes à cause des coûts et des impacts négatifs qu'une entreprise doit affronter. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, donc, on tente, avec notre travail, d'aider nos partenaires, tant du secteur privé que du secteur sans but lucratif, de les aider à faire le bien. Mais si on parle, par exemple, des centres de données, les centres de données qui sont un des principaux, qui créent une empreinte carbone importante. Donc, il faut tenir compte des impacts positifs et négatifs. Et justement, les impacts négatifs, par exemple, justement, l'empreinte carbone d'un centre de données, on a tendance à les oublier. Donc, nous, ce qu'on tente de faire, c'est d'avoir un bilan zéro. C'est-à-dire qu'on tente non seulement de réduire notre empreinte carbone, mais également on tente de contribuer proactivement à une réduction de l'empreinte carbone. Parallèlement à ça, on a également les fonds d'impact, les investissements d'impact. L'un d'entre eux est le fonds consacré au changement climatique. Donc, il s'agit également de... On a également un projet 1T.org, où il s'agit d'un programme de plantation d'arbres, de plantation d'arbres. Donc, il s'agit aussi, ça faisait partie de l'engagement. Donc, autre des questions qu'on se pose, c'est comment mobiliser l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement pour transmettre ces valeurs sociales sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, concrètement, c'est-à-dire qu'on a certaines exigences vis-à-vis de nos fournisseurs. Ensuite, on a également une certaine manière de travailler, comment mettre en avant notre agenda vert, notre agenda pour les technologies vertes. Donc, un élément que je n'ai pas encore mentionné, c'est la mesure, notre mesure, la manière avec laquelle on tente de mesurer notre impact. Donc, mesurer les impacts tant positifs que négatifs. Donc, il s'agit évidemment de se poser la question combien, jusqu'où les mesures prises ont fonctionné, quel était l'impact réel. C'est pourquoi la gestion et la mesure de l'impact sont essentielles pour bien savoir l'impact de ce que l'on fait. Alors, ensuite, la question des technologies vertes et des inégalités, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a vraiment un lien entre la durabilité
les impacts notamment négatifs du changement climatique et les inégalités qu'il crée. Donc, il s'agit d'y réfléchir. Si on s'intéresse aux pays en développement, ils sont souvent moins résilients. Prenez par exemple le cas du Bangladesh qui s'est passé récemment. Donc, ils savent répondre aussi rapidement, aussi effectivement au changement climatique. Ils savent réagir rapidement. Et leurs communautés sont déjà très, très conscients de ces problèmes, aussi des problèmes d'inégalité, du fossé numérique, ainsi bon, des différents problèmes qui font augmenter les taux de mortalité, les taux de certain nombre de maladies dans leur communauté. Donc, les communautés de certains pays, voilà un peu leur situation. À présent, prenons pour le cas des États-Unis à présent. Donc, certaines communautés pauvres, très vulnérables en matière de logement et autres. Et si on s'intéresse aux investissements dans ces types de communautés, ben, ce type de communautés sont souvent, il s'agit souvent de communautés près d'usines, où souvent les usines ou des pollueurs vont pouvoir plus facilement s'installer dans ces communautés défavorisées. Et donc, ce qui pose des difficultés plus importantes. Donc, on voit que souvent, il y a un lien, effectivement, entre la pauvreté de certaines communautés et qui, de ce fait, sont également plus vulnérables aux problèmes environnementaux. Donc, des communautés déjà vulnérables qui ne vont pas pouvoir réagir de manière stratégique aux problèmes qu'elles affrontent. Troisième point, à présent, si on s'intéresse à la technologie et à l'intelligence artificielle, si on voit par exemple les startups qui ont amené des innovations tout à fait intéressantes pour faire avancer l'agenda de développement social ou d'une meilleure gestion des impacts, eh bien, on sait à présent que les données produits souvent ont des lacunes, souvent dans les produits en développement, certains segments des populations dans ces pays-là ne sont pas inclus à cause du manque de données disponibles. Donc, pour parvenir à aider ces communautés, comment aider ces communautés, mais comment aider nos partenaires, comment aider à travers des technologies qui nous donnent accès à un plus grand nombre de données. Un exemple, c'est l'entreprise 60 Decibels qui utilise à travers les téléphones portables de collecter des données sur le terrain et ensuite réaliser des enquêtes. Est-ce que je dépasse le temps imparti? Encore une minute. Donc, en matière de solutions, certaines idées, par exemple, de promouvoir des plateformes de sources ouvertes ou qui permettent de partager davantage des données, notamment sur les populations les plus vulnérables et comment les atteindre. Donc, si on pense par exemple aux standards, à la matrice, au-delà des données elles-mêmes, on a besoin d'un engagement précis. Ensuite, il s'agit également d'envisager des projets de recherche qui fassent avancer les projets de recherche en impliquant tant le secteur privé que le secteur gouvernement. Autre idée, ce serait un accès au fonds des sources de financement mixtes ou des sources de financement public privé. Donc et ensuite également lancer des projets pilotes en matière politique. Donc, on ne parle pas ici que de l'Amérique du Nord. En Asie, souvent, bien, on voit qu'on a besoin de ce type d'innovation et, comme je le disais, pour bien mesurer l'impact de nos activités, il s'agit de tenir compte des populations les plus vulnérables. L'épidémie actuelle de Covid présente une opportunité, avec notamment certains changements qui peuvent se produire dans le contexte de cette pandémie. Et enfin, je crois qu'on doit un peu changer de scénario. On manque souvent de consultations intersectorielles pour bien définir les problèmes avant de commencer à collecter des fonds.
Un professeur qui est important pour moi vient de décéder. Je voulais lui rendre hommage. De nombreux chercheurs travaillent depuis longtemps sur ces questions. Je crois que maintenant, c'est nous, à notre génération, de continuer ce travail en faveur de l'innovation. Merci, Samira. Donc, Merci, très Samira. intéressant ce que nous dit à propos des technologies vertes et du rapport entre les technologies vertes et les questions d'inégalité. Et avec Donc, cela, je vais Daniel introduire Daniel. va après intervenir et tandis qu'il prépare son PowerPoint, je vais rapidement le présenter. Daniel Fuentes, le spécialiste en finance sociale chez MIDA, ainsi que membre du comité directeur de Carolinian Canada, une organisation de protection de l'environnement. Merci au comité d'organisation et merci à tous pour votre attention. Je vais faire ma présentation justement sur le travail de l'organisation où j'ai travaillé. Donc, ce sera quelque chose d'utile et pour le chemin entrepreneurial que vous avez décidé d'entreprendre. Cela a été établi en 1994. Il y a 6000 différents groupes et cela se trouve à la partie sud-ouest du Canada. Et c'est la partie occidentale du Canada. Cette région a vu la transformation des paysages naturels et ils ont vu le changement de la terre agricole. Et c'est pour cela que nous avons commencé à explorer ces alliances pour la conservation et pour conserver les ressources dont nous avions besoin et pour faire face aux défis de la diversité, mais également pour avoir des associés dans la partie de cette conservation et pas seulement de la conservation et pour comprendre le problème entier, également de la conservation financière. Et donc, pour pouvoir préserver cela, et pour développer des résultats solides adaptés au paysage local et pour réunir des partenaires représentant des intérêts divers, y compris les nations indigènes, les propriétaires fonciers publics et privés, le milieu universitaire, le gouvernement et les investisseurs privés. Ici, nous avons un modèle de conservation. C'est un exemple excellent de leadership du Canada et visant à préserver les valeurs des écosystèmes sur le long terme. Je vais parler de la conservation financière, des finances de la conservation. Que fait-on avec ces finances? Bon, il y a plusieurs définitions que j'aime bien et c'est la conservation de ces la conservation de la finance. Et donc, c'est pour le long terme, la conservation de la finance. Ce sont des investissements qui visent à conserver les valeurs des écosystèmes. Donc, et ensuite, nous avons les finances, ces ressources, les déficits de financement et ce déficit annuel de financement de la biodiversité est de 598 à 824 milliards de dollars. Rien qu'au Canada, le financement supplémentaire nécessaire est de 15 à 20 milliards de dollars par an. Donc, et on parle de systèmes, et
il est très important de prendre en compte également les associations et on parle des systèmes environnementaux et tout ce qui est les fonds, et tous ces défis sectoriels, les coûts de recherche élevés, le manque d'antécédents et manque de prévisibilité des flux de trésorerie et les modèles philanthropiques et les défenseurs de l'environnement qui sont coincés dans des modèles caritatifs et les structures de gouvernance limitées qui entravent l'évolutivité et l'impact. En d'autres mots, et pour les pensées des entrepreneurs, on doit avoir de l'innovation et on doit bien sûr avoir les ressources et c'est là que l'innovation financière trouve sa place. Une des définitions de l'innovation financière avec les composants qui sont pris en compte actuellement. Tout d'abord, nous avons trouvé des nouvelles façons pour pouvoir utiliser toutes ces finances. Et là, c'est pour couvrir les différentes les frais. Et deuxièmement, nous avons l'innovation qui provient de nouvelles approches au financement de produits, par exemple dans des extensions de produits financiers éprouvés, nouveaux types d'investisseurs ou sources de capitaux. Numéro 3, c'est le potentiel d'innovation et combler les déficits de financement et mobiliser des capitaux plus importants et engager les acteurs traditionnels dans des mécanismes novateurs. Tout en donnant bien sûr des garanties pour pouvoir couvrir tout cela. Et je pense qu'il est très important également de se rappeler que la taille des finances et l'accès à ces finances est très important. Parce que c'est un pouvoir proportionnel qui est impliqué. Et, un leader, une organisation leader aux États-Unis et on peut voir cette dynamique des finances quand le marché des services est pris en compte. Nous savons qu'il y a des risques, bien sûr, et concernant les entrepreneurs et les différentes communautés. Nous avons également, bien sûr, nous savons également qu'il y a des impacts, la capitalisation boursière, le marché des services, le pouvoir de la dynamique des finances et les différents processus pour pouvoir prendre des décisions intelligentes et bien sûr que les décisions ont à voir avec le succès. Et au Canada, on a décidé de faire un mécanisme pour pouvoir trouver de nouvelles avenues innovatrices. Et également pour pouvoir avoir de nouveaux acteurs traditionnels et en les impliquant dans des mécanismes innovateurs et pour une collaboration plus innovatrice. Ensemble, il y a des impacts au Canada et le pouvoir de la finance, c'est justement les différents secteurs, le secteur de conversion, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'argent
quant aux accélérateurs pour toutes ces décisions qui se prennent quand la capitalisation boursière du secteur bancaire mondial atteint différents chiffres. Et, et comment avoir des finances innovatrices, comment avoir un secteur innovateur et comment avoir ces ressources pour pouvoir avoir une accélération. Donc, les modèles de financement d'abord et qui déterminent les conditions des contrats, la prise de décision, les détenteurs de capitaux, et dans le secteur public, dans les communautés, les différentes communautés indigènes, toutes ces perspectives que nous devons comprendre ensemble parce que c'est un challenge qui est énorme. Et nous avons également des impératifs. Il y a des organisations, bien sûr, au Canada qui ont des fonds et qui ont des entrepreneurs d'impact qui couvrent tout le secteur de la conservation et des finances pour pouvoir agir et comment faire sortir les efforts environnementaux de la sphère de la bienfaisance. C'est-à-dire investir dans la croissance de la vie plutôt que de la détruire. Et ce sont des modèles. Les capitaux, le Canada va bien sûr impliquer tous ces investisseurs et qui sont de la partie du secteur privé, du gouvernement, et nous travaillons déjà à avoir des fonds de la partie du secteur privé pour travailler et pour, bien sûr, éviter les risques d'investissement. Mais nous avons, au début de cette année, nous avons commencé un travail avec un associé. Nous avons dépensé de l'argent, des dollars pour pouvoir commencer ce travail. Et bien sûr que ce modèle, nous allons le prendre dans un niveau beaucoup plus élevé. Et maintenant, nous avons 150 entre 300 acres de terre qui a été conservée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. Sans plus attendre, je passe à notre dernière intervention de la journée. Je vais vous présenter Cole Powers. Cole est le cofondateur de IntelliCulture qui tente d'amener la connectivité au secteur agricole et le secteur dans le secteur des renouvelables, le secteur automobile et agricole. Et Cole son expérience technique qu'à l'université auprès des clients pour poursuivre sa passion et déclencher les changements. Et donc, parvenir à être ingénieur, réaliser son rêve en travaillant comme ingénieur chez Tesla avant de fonder IntelliCulture. J'espère qu'à la fin de l'intervention, on aura l'occasion d'échanger. Donc, moi, je vais vous parler de l'argumentaire éclair. Comment réaliser un argumentaire éclair auprès des investisseurs pour les startups vertes. Donc, je vais très brièvement vous dire qui je suis, vous présenter brièvement IntelliCulture, ce qui posera un peu les bases
pour le contexte, ce que j'aborderai par la suite. Donc, je vais parler de comment réaliser un argumentaire clair auprès des investisseurs verts. Cole, s'il vous plaît. Pourriez-vous désactiver votre caméra parce que votre son est assez mauvais, ça se coupe pas mal et on a du mal à vous entendre. Est-ce qu'on m'entend mieux présent? Tentez juste de ne pas parler trop vite, s'il vous plaît. Alors, donc je vous montrer certains éléments de succès pour réaliser votre argumentaire éclair auprès des investisseurs verts. Alors, comme Magid l'a dit, je suis donc le cofondateur de Intelliculture. Donc, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai des racines agricoles, donc ce qui explique aussi pourquoi je m'intéresse à l'entrepreneuriat dans ce secteur. Donc, voilà, ça peut un peu se déduire de, du contexte où je vis. Donc, le but d'Intelliculture, c'est tenter d'aider le secteur agricole à travers la gestion par logiciel. Donc, on tente en fait de diviser les différentes phases d'opération d'une ferme pour tenter de rationaliser le processus. Donc, il s'agit d'améliorer les marges de bénéfices des agriculteurs pour leur permettre de nourrir la planète de manière plus durable. Donc, nous nous intéressons également aux problématiques également des agricoles dans des pays en développement. Donc, on peut, en fait, c'est souvent les grandes entreprises du secteur agroalimentaire qui utilisent ce type de technologie, pas les petits agriculteurs. Nous voulons les amener aux petits agriculteurs. À présent, je vais parler des facteurs de succès ou à l'heure de vous présenter auprès des investisseurs. Tout d'abord, alors, faire un argumentaire éclair, c'est savoir raconter une histoire. Donc, lorsque vous présentez, il s'agit de donner une vision d'un futur, d'un nouveau futur, pour convaincre ces investisseurs. Autrement dit, il faut que le problème auquel vous vous attaquez, il faut qu'on parvienne à s'identifier à ce que vous expliquez. Il faut expliquer le pourquoi. Il est également très important d'être aussi réaliste que possible. Donc, il s'agit d'entendre bien connaître vos chiffres et le contexte. C'est très important. Également d'avoir un plan d'utilisation des fonds que vous demandez. Et dernier conseil, soyez honnête, soyez transparent. Donc, si vous êtes transparent avec les investisseurs potentiels, vous irez plus loin. Donc, il s'agit de créer de l'intérêt. Donc, il s'agit de montrer comment quel est votre plan pour faire avancer votre projet. Donc, c'est ce qui va davantage attirer l'intérêt des investisseurs potentiels. Alors, passons à présent à l'aspect financier des choses. Il s'agit d'un cycle financier pour les startups. Il ne s'agit que d'un modèle, peut-être assez utile d'après ma propre expérience, mais l'important, c'est de comprendre le cycle qui est décrit dans ce graphique. Donc, il s'agit vraiment de poser un certain nombre d'étapes, hein, comme ce que vous voyez ce que vous voyez à l'écran. Donc, les premières, deuxième, troisième étape avant d'arriver à ce qu'on appelle la mezzanine. Donc, en tenant compte de la phase de départ avec les fonds de départ notamment. Donc, en divisant justement ceci en différentes étapes, vous pouvez finalement vous fixer différents objectifs pour chacune des étapes. Donc, il s'agit de faire une espèce de cartographie des différentes étapes et des différentes expérimentations que vous voulez réaliser. Un exemple. Par exemple, vous voulez voir si le plan, le business model que vous allez utiliser est un modèle reproductible dès les premières étapes de votre entreprise. Donc, il s'agit de poser justement des étapes que vous allez pouvoir présenter à vos investisseurs potentiels. Donc,
il faut justement démontrer d'un point de vue business, finalement, qu'est-ce que vous pensez atteindre, notamment en termes de revenus potentiels. Donc voilà, ça peut être par exemple une étape. Il faut donner une utilisation, un ordre le plus logique possible à l'utilisation des fonds que vous tentez d'obtenir. Alors, par exemple, si vous vous adressez aux investisseurs pour la première étape, vous direz on a besoin, par exemple, de 3 millions de dollars pour parvenir à la première étape qui serait un demi-million de revenus, etc. Donc, et donc voilà, vous pouvez établir finalement des checkpoints aux différentes étapes en montrer ici les différentes étapes que vous comptez atteindre. Alors, le capitaux pour les premières étapes de votre entreprise. Alors, pour moi, le principe, c'est que le client est roi. Donc, si vous parvenez à vendre une bonne idée et à commencer à être payé rapidement, c'est une valeur importante. Tentez également d'obtenir des feedbacks, des rétroalimentations de vos premiers clients pour améliorer vos pratiques. Ensuite, eh bien, les écosystèmes pour les étudiants il y a des sources de financement à travers notamment les concours d'argumentaire éclair, au travers des subventions ou des bourses. Donc, si vous pensez à votre entreprise comme un gâteau, eh bien, il s'agit ça peut être une bonne métaphore pour voir comment gérer les choses. Donc, tentez également à penser aux programmes à disposition, qu'il s'agisse de financement de subventions gouvernementales ou de programmes d'accélérateurs. Donc, toutes sources d'aide possibles pour vous lancer. Donc, il s'agit de trouver l'équilibre finalement. Mais finalement, si on prend l'image du gâteau, bien, il vaut mieux ne pas vouloir manger tout le gâteau, partager le gâteau, mais pour parvenir à vos objectifs. Donc, mes derniers conseils, tout d'abord, en tant qu'entrepreneur, je vous conseille de travailler sur vous-même, surtout dans les premiers stades de votre entreprise. Il ne s'agit pas que dans ces étapes initiales, il ne s'agit pas que des affaires en soi, il s'agit aussi de la personne qui lance ce projet. Ça dépend de la passion de celui qui lance ce projet. Et donc, il s'agit justement de montrer d'avoir une vision pour résoudre un problème. Donc, ça, c'est important. Deuxièmement, la résilience est important. Donc, il s'agit de se présenter beaucoup, de tenter de solliciter un grand nombre de personnes et s'habituer aux échecs, s'habituer à ce qu'on vous dise non, parce qu'on finira quand même par vous dire oui. Troisième conseil, créer un sentiment d'urgence. Donc, il s'agit de mettre en parallèle vos discussions avec vos différents investisseurs et tenter de démontrer pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour lancer l'entreprise que vous lancez, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une véritable opportunité d'investissement. Donc, créer un sentiment d'urgence chez vos investisseurs potentiels. Merci pour votre attention. Merci, excellente présentation. J'ai même beaucoup appris sur ma propre entreprise, donc on va certainement rediscuter. Donc on aimerait ensuite revenir avec Brooke pour faire une sorte de synthèse. Donc, beaucoup les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, je crois qu'on a vraiment bien posé les choses et nous allons commencer à passer à la séance de questions. Il y a déjà une liste de questions qui nous a été soumises. On a des questions adressées à certains membres particuliers, certains intervenants, et d'autres qui sont adressées au général aux intervenants. Donc, la première question s'adresse à Olaf. Donc, une question posée par Nick. La question est la suivante. Existe-t-il un degré d'impact particulier exigé pour faire la différence entre l'investissement d'impact, donc, des sources classiques d'investissement ou des investissements, des impacts sociaux, finalement, je répète,
comment peut-on différencier finalement les investissements d'impact classiques des investissements d'impact, disons, fortuits? Il me semble que l'impact, le taux d'impact, l'intention plutôt, peut avoir un impact positif ou négatif, sans intention. Ça peut être un projet que finance la banque, par exemple, et et il peut y avoir un impact positif, bien sûr. Et il me semble que ce n'est pas très clair. L'investissement, ce n'est pas l'intention, ce n'est jamais l'intention qu'il n'y ait pas d'impact, bien sûr. Il peut y avoir cet impact positif ou négatif, et il peut y avoir un impact diminué, qui a un impact beaucoup plus petit, et d'autres qui peuvent avoir des milliards de milliers de dollars d'investissement dans le projet, et qui peut avoir un impact beaucoup plus important. Ce n'est pas un point de référence clair, comme je l'ai déjà dit, c'est l'intention, c'est avoir quelques indicateurs, c'est respecter quelques indicateurs, et quelques indicateurs d'impact qui existent, mais on doit avoir une référence. C'est une question excellente. Et on devrait bien sûr faire beaucoup plus d'investigations. Merci. Je vais continuer avec la liste des questions, les questions que vous avez posées. Et je vais poser les questions individuelles aux intervenants. Samira, il y a eu une question pour vous que je pense est très intéressante. Il y a force.org. Est-ce que ces entités sont séparées? Quelle est la structure de .org et quelle est l'opération globale? Merci pour cette question. Pour salesforce.org fait partie de salesforce.com. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir comme une unité et une unité de business. Avant, nous avons le même leadership, nous avons les mêmes éléments culturels, nous avons différentes feuilles de travail, différents emplois de temps, mais nous sommes ensemble de façon financière. Quand j'ai vu le compact social, il y a eu une différence, c'est-à-dire notre modèle de business s'est modifié à travers le temps. Tania, on a beaucoup de questions. Je trouve que c'est une très bonne question. Quels ont été les enjeux principaux? La dernière question, c'était de la part de Cornelio, et cette question est de la part de Elisabeth. Quels sont les enjeux principaux que vous avez eus, Daniel? Bon, merci, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu 3 enjeux principaux. Le premier, c'était très intéressant de mon point de vue. La première décision que nous avons dû faire, c'est traduire de tout ce langage, tout ce qui concernait les finances, pour pouvoir impliquer des associés d'impact du gouvernement et du secteur privé. Et nous avons dû traduire tous les documents concernant les finances pour pouvoir nous expliquer. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de drag en finance, et il me semble que on devait écrire tous les documents pour que les gens qui ne comprennent pas les finances puissent comprendre. C'était le premier. Le deuxième,
Probablement, c'est de convaincre et de persuader la communauté d'investisseurs et les parties prenantes que ces finances que ça vaut la peine d'investir. Le secteur d'investisseurs et le secteur d'investissement en termes généraux ont risqué. Ce sont des zones en risque, ce sont des domaines en risque. Et donc, au Canada, c'est bien sûr, on a les gens font attention. Il y a des organisations, il y a des banques, il y a les académies et d'autres parties intéressées qui sont impliquées, qui veulent être impliquées. Et, et donc, c'était un défi. Et en troisième lieu, c'était le futur. Quand quand nous avons porté cela à 3 millions de dollars, l'enjeu et le défi avec les organisations environnementales et la capacité de gérer chercher un organisme qui puisse gérer cette capacité de 3 millions de dollars pour les associations pour les associations, impliquer le secteur privé également pour pouvoir gérer ces quantités pour les défis spécifiques et les objectifs que nous voulions aborder. Merci, Daniel. Il y a une question tout en considérant que tu travailles avec la technologie, avec beaucoup de technologie et avec hardware. Et la question est la suivante. Les éco-innovations par le biais avec tout ce qui est la technologie. Tout dépend parfois de participation officielle. Cela fait difficile cette participation. Je vais répéter je peux répéter la question. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Mais je pense que c'est une question très spécifique. Oui. Bon, de façon spécifique, quant à les homologations. Est-ce que les classifications sont est-ce que les classifications sont strictes? Comment est-ce qu'on peut gérer cette nouvelle technologie? Comment est-ce que tu peux surpasser cet enjeu? Bon, c'est une très bonne question, mais elle est très difficile à répondre. Et je vais faire de mon mieux pour répondre cela. Je pense que sans parler de ces restrictions spécifiques, tu vas avoir des containers rigides et il y a toujours des parties intéressées qui cherchent quelque chose de spécifique. Et moi, je pense que nous devons comprendre le public que tu as et t'assurer que ce business est spécifique, que tu as un business spécifique pour ton public. Nous devons bien sûr viser l'impact social et environnemental. L'histoire, je ne sais, c'est la même histoire, disons, la même perspective, mais avec une vision différente. Tout le monde doit comprendre par le biais des programmes, des sociétés, des clients. Nous sommes impliqués en ce qui concerne les agriculteurs. Et pour ce développement de technologie, il me semble que
nous devons bien sûr chercher tout ce qui a à voir avec leur programme, avec et commencer à intégrer toute cette technologie pour qu'ils puissent travailler et gérer tout cela. Ce n'est pas une réponse magique, je le sais, mais connaître et être conscient de ton public peut t'aider pour que cela puisse être bien géré. On va poser des questions générales. On va lire les questions qui sont bien sûr qu'on a posées par le biais de la fonction QR de Zoom. Il y a un cadre que les investisseurs ont validé. Que peut-on dire des fonds quant à l'impact? Ben, comme je l'ai déjà mentionné, il y a un portail électronique. Nous pouvons, ce n'est pas un processus facile. C'est il y a un retour des investissements. Donc, on peut comparer ce retour des investissements avec les impacts sociaux. Il faut bien sûr analyser les impacts. Il y a deux façons principales de le faire. Il y a quelques indicateurs. Il y a des systèmes d'indicateurs qui peuvent être utilisés. Mais si tu te trouves dans un investissement et si on n'a pas beaucoup de temps pour analyser cela, tu dépends bien sûr des différentes histoires, c'est-à-dire des expériences dans d'autres personnes. Et c'est une façon de faire une évaluation à ces investissements. Moi, je voudrais dire qu'il y a des standards. Et ce que nous voulons faire avec cet impact de conservation, nous devons penser à différentes personnes de vérifier ou d'avoir une vision où notre investissement a les critères les critères. Il y a des critères qui sont traditionnels, qui viennent du secteur de finance, d'investissement, et on essaie qu'il y ait un niveau normal. C'est quelque chose de très important pour les communautés. Nous essayons bien sûr de trouver des opportunités de collaboration et j'inviterai le public à ce qu'il réfléchisse, à ce qu'il pense à comment intégrer les les différentes valeurs, pas seulement les valeurs financières, mais un mélange d'alliances et qui soit également importante et des différentes parties prenantes. Il y a une autre question pour vous. Est-ce qu'on peut trouver un support financier pour des projets dans des pays en voie de développement? C'est une question très importante, très intéressante. Moi, je suis une personne qui a je me sens fortunée parce que je travaille avec des entreprises qui cherchent des alliances ou des opportunités pour ce développement économique et la façon dont marche mon organisation, c'est de trouver des opportunités du globe nord vers le globe sud. Quant au pays sous-développés, oui, la question, la réponse à la question, c'est oui. Il y a une façon d'administrer des ressources dans des pays en voie de développement.
mais je serais heureux de me communiquer avec la personne qui a posé cette question pour voir s'il y a une façon de répondre de façon plus spécifique. C'était Andrea Vargas et j'espère qu'elle pourra vous contacter. Bon, et tout en lisant les questions générales, nous avons le temps pour une dernière question. Et c'est une question très intéressante également. Et c'est une question pour Rahim. Pourquoi il y a des fonds qui représentent un groupe d'employés qui ne respectent pas les principes. Il y a une opposition pour le travail. Pourquoi il y a cette opposition? Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez la répondre? Bon, tout d'abord, cette industrie, si tu as des emplois dans l'industrie et si ces emplois sont les meilleurs, on le voit par exemple, mettons l'exemple dans les mines de charbon. Et s'ils ne veulent pas considérer l'industrie complète, mais s'ils ont peur que cet argent soit investi dans des énergies vertes et qu'il y a eu une perte d'emplois de l'autre côté, on comprend cela. Avec cette sorte d'initiative, on comprend cela. Alors, je pense que tous ceux qui font des investissements sociaux d'impact, il faut s'assurer que cela n'affecte pas à d'autres industries et que les impacts sociaux ne soient pas si importants. Si quelqu'un fait un investissement à l'industrie verte, il faut penser comment générer des emplois, comment pouvoir avoir plus d'emplois pour que les entreprises ne soient pas affectées de façon négative. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ces industries et ce serait ma réponse. Nous avons une question générale de Queen McKinney qui pose la question pour quelqu'un qui commence son voyage d'investissement. Comment est-ce qu'il peut participer dans des investissements d'impact pour que son argent puisse travailler dans des choses plus durables? Parce que dans une banque traditionnelle, il ne sait pas où va l'argent. Bon, si je peux répondre, tu peux t'impliquer, tu peux investir ton argent dans une banque sociale. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question, je ne sais pas à quoi elle s'intéresse, mais je trouve que c'est simple. Il a besoin d'une banque. Et ces banques, en général, ils offrent des produits, des différents produits, et des produits pour des investissements responsables. Une autre façon est de s'impliquer directement dans des initiatives locales. Tu peux acheter des actions et obtenir des bénéfices. Cela, c'est pour des investisseurs des investisseurs qui investissent et qui font et des spécialistes financiers qui investissent leur argent dans des entreprises libres de risques et des entreprises sociales. Aller à une banque, numéro 1. Numéro 2, si
tu peux discuter avec la banque avec laquelle tu travailles ou dans laquelle tu investis. Tu peux bien sûr savoir que comment est-ce que tu vas ou tu peux t'impliquer à cela et comment ton argent va à des institutions d'investissement. Parfois, je dis aux personnes, il serait bien d'investir dans des petites, dans des petites institutions. Mais il y a des implications. La banque, les banques plus grandes ont des implications différentes. On parle de, il y a différents bons, disons. Merci, merci Olaf. Nous fermons donc la séance de questions et de réponses et avant de céder la parole à Brock, j'annonce la séance finale. Je veux remercier tous les participants, tous les intervenants qui nous ont parlé des startups vertes et à toutes les personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et je passe la parole à Brock alors. Ben, je vais vous parler de la séance suivante. On vous invite bien sûr à participer comme toujours. Et comment est-ce que nous avons commencé? Ben, qu'est-ce que l'entrepreneur vert? Nous parlons d'entrepreneuriat et les objectifs de développement durable et beaucoup d'entre vous peuvent avoir des pratiques de comment devenir un investisseur vert. Et nous avons également parlé des investissements d'impact et financement pour les entreprises vertes en démarrage. On va parler avec les étudiants qui vont nous parler de leurs expériences et ils vont nous parler de comment de leur succès en tant qu'étudiants et comment est-ce qu'ils ont commencé. Ils ne doivent pas être jeunes non plus, mais bon, on va parler avec des entrepreneurs verts qui vont répondre vos questions, qui vont vous dire comment est-ce qu'ils vont commencer. On va voir les intervenants et pour vous donner une idée, notre présentateur sera Nick Palachuk. Lui, il est l'ambassadeur de jeunes de la CCE et de la commission. Et ensuite, on va avoir pour la série d'étudiants qui ont terminé les études récemment et qui ont commencé leur business vert. Bon, il y a Ara Stecker qui a développé Tech Robotics. Ensuite, nous aurons Anne-Victoria Fan et elle travaille dans une organisation très active au Québec. Et je serai très heureux d'avoir toutes les idées qu'ils ont à partager pour vous. Tout cela est enregistré en 3 langues et elles seront publiées en anglais, en espagnol et ensuite en français. Mais au début, elles seront téléchargées en anglais. On remercie le personnel technique de la CCE. On remercie les interprètes. On remercie le support technique. Cette semaine, Liliana a fait un travail excellent avec tous. Merci beaucoup. Au revoir.